Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis journaliste, blogueuse et je me suis intéressée à l'économie collaborative il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure, mais j'ai pu écrire beaucoup sur le sujet. C'est un sujet passionnant qui évolue au cours des années. Après la phase d'enthousiasme, on est rentré dans une phase de critique et maintenant on est en train de construire sur ces critiques. Et Louis Scherfès, cette année, est consacré justement à ce nouvel âge de l'économie collaborative. Donc on pourra en reparler. Et à côté de ça, j'écris pour Le Monde, pour le 1 Hebdo, si quelqu'un connaît ce journal qui se déplie. Et je monte un gros projet pour la fin d'année au moment de la conférence de l'ONU sur le climat, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Moi, je me définis souvent comme passeur-cueilleur parce que j'ai eu des tas de jobs dans ma vie, y compris assez divers, parce que passer de la philosophie à la Cour des comptes, ce sont, d'un point de vue ethnologique, des univers assez différents, mais je me suis trouvé à chaque fois dans des situations où ce qui m'intéressait, c'était d'introduire des passerelles entre des univers qui étaient souvent cloisonnés. L'univers institutionnel, l'univers de la société civile, l'univers de l'entreprise, l'univers du secteur public. Quand j'étais rédacteur en chef de Transversal Sciences Culture, l'univers des sciences du vivant et celle des sciences humaines. Voilà. Donc c'est pour ça que je me définis comme passeur-cueilleur et membre de l'Alliance internationale des coopérateurs ludiques face aux guerriers puritains, parce que dans la situation actuelle, il y a des guerriers puritains un peu partout, et l'appel à la logique de ludicité et de créativité est une hygiène, je dirais même que choisir d'être heureux est un acte de résistance politique dans la situation actuelle. Merci Patrick, on rentre dans le cœur du sujet. J'ai oublié de vous présenter, je m'en excuse. Nicolas, tu es toujours derrière moi? Oui, il est assis. Donc Nicolas Gros, derrière moi, est facilitateur graphique et va en direct essayer de capturer à travers des mots-clés et puis des dessins le cœur de nos échanges. Donc il va appliquer finalement la technique que vous pourrez aussi découvrir tout à l'heure et qui vous sera présentée dans le coin des scribes sur comment, en réunion ou en conférence, faire de la captation en direct. Je vais commencer par une première question, Anne-Sophie. Donc tu travailles beaucoup sur l'économie collaborative et puis en réécoutant ta conférence TED de Nantes de l'année dernière, tu disais à un moment donné que le partage va changer le monde. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est une question plus qu'une réponse. C'était en réaction à la conférence de l'ONU sur le climat qui a eu lieu en 2009 à Copenhague et à de nombreuses à la fois manifestations auxquelles je pouvais participer ou de conférences où on a toujours cette petite phrase qui revient, il faut remplacer le partage du monde par un monde de partage. Et c'est la coopération qui va nous sauver, il faut changer l'éducation, enfin toujours ces grands poncifs qui arrivent enfin pour dire coopérons pour changer le monde. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette thématique, à me dire mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le partage qui va changer le monde? Et l'économie collaborative, en tout cas, offre des outils dont on ne disposait pas auparavant pour le faire. Alors c'est né avec certes l'essor du numérique qui nous permet aujourd'hui d'être informés en temps réel, d'être en connexion avec le monde entier. C'est lié aussi à l'évolution du contexte économique, financier, social et culturel et à une forme d'encapacitation, pour ne pas dire le terme anglais d'empowerment dont on dispose, en tout cas une espèce de pouvoir d'agir citoyen dont on peut s'emparer aujourd'hui, qui nous permet en effet d'être mis en relation entre particuliers beaucoup plus facilement qu'autrefois. Donc les logiques de l'économie du partage ou de l'économie collaborative, il y a des nuances, mais sont très anciennes, sauf qu'elles se massifient aujourd'hui avec les outils dont on dispose, avec l'ensemble des initiatives de mise en relation des particuliers. Et donc, ça offre des solutions pour promouvoir des logiques plus écologiques. On pourrait y revenir aussi parce que dans l'économie du partage, il y a aussi
des requins et des nouveaux monopoles qui sont en train de se créer. Mais ça permet en effet de créer des mouvements citoyens beaucoup plus forts. On le voit au niveau des pétitions qui se diffusent aujourd'hui en un rien de temps, que ce soit pour n'importe quelle question. On peut très facilement lancer une initiative, la faire relayer, utiliser les réseaux sociaux pour ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces logiques de partage d'informations et de connaissances s'étendent aussi au partage de biens, de services. Et on peut même, au-delà des logiques de consommation et d'information, aller vers une production différente, un management différent, une finance différente. Et c'est tout ça qui est porté derrière, sans parler bien entendu de la question démocratique et profondément politique qu'on peut aller un peu titiller lorsqu'on s'intéresse à la notion de bien commun. Patrick, autour de la thématique de l'économie collaborative et par extension de l'entreprise collaborative, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer du bon sens? Parce que finalement, l'humanité a vécu pendant 20 000 ans sur de troc, sur de l'échange, sur des solidarités de proximité. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ouais, puisque tu évoques le bon sens, il faut prendre ces deux mots dans leur sens fort, justement. C'est-à-dire, c'est à la fois la question du sens et c'est à la fois la question du discernement sur ce qu'est le bon, le bien, le beau, le vrai, etc. Une grande question qui était déjà présente chez Platon. Christophe Clergeau vient de parler de la question de la bienveillance. Moi, j'ai été beaucoup frappé, ça vaut pour l'univers de l'entreprise, mais pour toutes les formes d'organisation. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, simplement quand on revisite le sens du mot bénéfice? Parce que bénéfice, ça n'a jamais voulu dire solde monétaire positif à l'origine. Ça veut dire bienfait, ça veut dire activité bénéfique. Et cette question du discernement sur qu'est-ce qui est de l'ordre des bénéfices au sens d'activité bénéfique, source de bienfait, source de ce qui fait du bien, la question du buen vivir, me paraît être une question centrale dans une période où la novlangue de l'économisme a remplacé la question du discernement sur ce qui est bénéfique ou sur ce qui est nuisible par la question qu'est-ce qui crée de l'argent ou qu'est-ce qui en perd, qui est une autre question qui est complètement différente, qui est une question légitime mais qui n'a de sens que déterminée en tant que moyen par la question des fins. Qu'est-ce qui est bénéfique et qu'est-ce qui est nuisible? Et donc, une des questions, moi, qui me passionne, c'est le grand retour de la question du discernement. C'est ce qu'Amartya Sen appelle le réencastrement de l'économique dans l'éthique. Parce que si nous ne faisons pas ce travail-là, toutes les questions que vient d'évoquer Anne-Sophie, y compris les grandes questions écologiques de la période, si nous ne réinterrogeons pas la nature de nos bénéfices et de nos pertes. Le mot perte, il doit s'entendre lui-même au sens de perte de valeur. Et le mot valeur, en latin, dans toutes les langues latines, c'est un des mots les plus forts. Valeur, c'est la force de vie. Donc une perte, c'est une perte de force de vie. Comme les deux sources de la force de vie, c'est d'un côté la nature et de l'autre côté les humains, et de leur combinaison sur les territoires, on comprend bien par exemple que s'il y a destruction d'un écosystème nourricier, c'est une perte de valeur. Si la souffrance au travail, qui est un des thèmes qui est beaucoup abordé, le bonheur au travail, si la souffrance au travail est telle que des personnes viennent à se suicider, c'est une perte de valeur comme force de vie. Quand j'avais fait le rapport sur reconsidérer la richesse, j'avais proposé qu'il puisse y avoir des systèmes d'alerte pour risque de dépôt de bilan écologique ou de dépôt de bilan social si la perte de valeur était trop importante. Eh bien, ce réencastrement de l'économique et des outils de l'économique que sont la comptabilité et la monnaie dans l'éthique sont aujourd'hui nécessaires, c'est parce que quand vous avez des questions telles que la question du climat, la question de la biodiversité, la question de la fracture sociale, etc., si vous vous contentez de savoir ce que nous disent les comptabilités monétaires sur la question, et c'est vrai des comptabilités publiques comme des comptabilités privées, elles ne nous disent rien sur cette question essentielle. Est-ce qu'on est en présence d'activités nuisibles pour les humains
et pour leur environnement, ou au contraire d'activités bénéfiques. Voilà, moi, la question principale que je trouve aujourd'hui importante et que les entreprises ne doivent pas éluder. Et pour cette raison, revisiter dans leur comptabilité la notion de bénéfice et de perte me paraît tout à fait essentiel. C'est ce qu'on appelle la comptabilité bénéfique, justement. Anne-Sophie, toujours l'année dernière lors de la conférence TED, tu as évoqué à un moment donné le fait de cultiver son pouvoir d'agir. Et puis tu parlais juste après de comment on peut arrêter de manager, mais faciliter plutôt dans des organisations qui doivent devenir de plus en plus horizontales. Ça fait un bon moment qu'on le dit, mais justement à l'articulation des deux questions, comment cultiver son pouvoir d'agir pour rendre les organisations plus horizontales? Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Et qu'est-ce que ça veut dire cultiver son pouvoir d'agir déjà? C'était un petit peu lié à la notion que j'évoquais tout à l'heure d'encapacitation, de la capacité qui nous est donnée aujourd'hui de prendre la parole ou de s'engager d'une manière ou d'une autre. On a de plus en plus de facilité en ce sens. Quand on parle de pouvoir d'agir, c'est aussi reconsidérer l'être humain dans son ensemble. Quand on a écrit La co-révolution avec mon co-auteur, qui lui est spécialisé vraiment, Stéphane Rio, dans les organisations, l'accompagnement des entreprises, on s'est dit il faut que notre réflexion parte du ressenti de chacun aujourd'hui. Je pense qu'on est, on parle de collaboratif, mais les individus sont aussi parfois de plus en plus seuls face au monde qui vient. Et donc, c'était de dire tout ce qui nous remet en relation, dans ces relations pair à pair, inspirées des logiques informatiques, mais qui nous mettent en relation aujourd'hui, nous donne la capacité d'être des citoyens un peu différents, d'échanger en effet, comme je disais tout à l'heure, des biens, des services, mais aller beaucoup plus loin dans la relation aussi. On donne du coup plus de pouvoir à la société civile, à ces ONG qui vont du coup transformer leurs relations aux entreprises qui elles-mêmes se sentent concernées par ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, par des enjeux de société qui les obligent aussi à changer de ligne. Et de ce rapport qui se modifie, on rentre dans des logiques de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes. On ne peut plus considérer des îlots comme ça complètement cloisonnés. Et la complexité du monde se traduit aussi dans les interrelations de ces différentes organisations. Et c'est ce qu'on expliquait en disant, finalement, aujourd'hui, on ne peut plus agir sans prendre conscience de tout cet écosystème qui le fait. Et donc, dans les organisations, ça se traduit par des salariés ou des employés ou des collaborateurs, tout simplement, qui voient bien que le monde se transforme, qui peuvent par eux-mêmes rentrer en relation avec d'autres et ils voient bien comment ça se passe à l'extérieur. Et donc, ça pousse aussi des logiques où on a envie de prendre la parole, où on cesse d'être dans une posture d'écoute et on a besoin en fait que ceux qui managent arrêtent de dire ce qu'il faut faire et de rappeler ça, mais plus de dire voilà, je vous accompagne et je ne dois pas vous rappeler ce que vous devez faire, mais vous êtes responsable de ça. Et donc c'est pour ça qu'on disait finalement c'est plutôt du management que de la facilitation et dans une posture plus horizontale. Alors ça peut être perturbant parce que certains aiment aussi qu'on les coache un petit peu, mais c'est ce que certains ont fait en arrêtant de dire voilà vous venez pointer le matin comme l'a fait Favi. On parle beaucoup d'holacratie pour certains. Il y a beaucoup de choses qui en termes de management sont en train de pousser aujourd'hui. Donc on est aussi sur des nouveaux terrains d'exploration qui fonctionnent dans certains cas et d'autres pas. Moi, je sais qu'il y a des entrepreneurs que j'ai pu rencontrer à qui ça ne parlait pas, c'est déstabilisant. Et dans cette phase de transition dans laquelle on parle beaucoup de changement aujourd'hui, dans le sens qu'évoquait Patrick, le sens de mot est très important. Le changement peut être aussi un terme qui fait peur, parce qu'on ne sait pas ce qui est en train d'arriver. Donc finalement, cultiver ce pouvoir d'agir, c'est aussi parfois être dans le lâcher-prise, et c'est des choses qui se passent à un niveau très, très individuel. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà. Patrick, qu'est-ce que ça t'inspire autour en ce moment, la transition, notre affiche sur la Changebox d'ailleurs parle de Lost in Transition, parce qu'en fait ce qu'on ressent c'est qu'il y a beaucoup de gens et c'est le thème du qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire bouger, qui n'ont pas forcément le mode d'emploi parce que c'est pas facile, c'est complexe, parce qu'on ne bouge pas les organisations comme ça. Quel sens on peut donner aujourd'hui au changement ou à la transition? Comment ça peut nous inspirer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, il vaut mieux parler de transition que de crise.
Parce que le mot crise, il joue un rôle d'écran et il empêche de voir deux phénomènes qu'il faut bien identifier, que sont d'un côté ce qu'on peut appeler, comme l'avait fait Karl Polanyi dans un livre célèbre, la grande transformation. La grande transformation, la grande mutation, voire, comme dit Edgar Morin, la métamorphose. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on peut appeler aussi la grande extorsion. C'est Michel Rocard qui évoque dans un livre récent le fait qu'au cours des 40 dernières années, il y a 40 000 milliards de dollars qui sont passés des revenus du travail vers les revenus du capital. Et comme le dit l'association Alternativa, l'argent dont on a besoin pour la transition écologique et sociale existe, il est dans les paradis fiscaux. McKinsey a fait une étude récente qui évaluait les flux financiers dans les paradis fiscaux entre 26 000 et 32 000 milliards de dollars. Michel Barnier, quand il était commissaire européen, c'est pas un alternatif, Michel Barnier, il évaluait à 1000 milliards de dollars par an l'évasion fiscale en Europe. Pour la France, c'est entre 60 et 80 milliards annuels. Donc il faut bien repérer, et le mot crise le cache dans les deux cas, ce qu'est à la fois le problème de la grande mutation, les trois changements d'air, le changement d'air AIR, la question écologique, le changement d'air AIRE, le changement du rapport au territoire, le territoire mondial, les territoires virtuels, et le changement d'air E accent grave RE, par exemple la mutation du travail. Donc ça, c'est ce qui est de l'ordre de la grande transformation, et la question de la transition, elle va se situé par rapport à cette grande transformation, mais ce qui est aussi de l'ordre de la grande extorsion, parce qu'on a besoin de moyens de toute nature, mais aussi de moyens financiers, pour réussir cette grande transformation, pour réussir cette transition, et à ce moment-là, il faut arrêter d'être dans le déni, dans le fait, par exemple, que grâce aux paradis fiscaux, une grande partie des acteurs des entreprises multinationales ne payent pas leurs contributions publiques. Alors, la question de la transition, elle doit pouvoir à la fois traiter et le problème de l'extorsion et le problème de la mutation, en les distinguant, arrêter de croire, avec le mot crise, qu'il suffit de sortir de la situation actuelle pour revenir à un état antérieur. On ne reviendra pas à un état antérieur plus satisfaisant, mais en même temps, du coup, la transition, il faut oser dire transition vers quoi ? Parce qu'on peut très bien avoir une transition vers un monde qui est encore plus fermé, plus marqué par du repli identitaire, par ce que Samuel Huntington appelle du choc de civilisation. On peut avoir une transition vers ce monde-là. Et puis on peut avoir une transition, c'est ce que le Forum social mondial de Belém en 2009 avait appelé la transition vers des sociétés du bien vivre, du buen vivir, qui associe à ce moment-là aussi bien la question sociale, la question écologique, la question démocratique et la question humaine, celle des pleines capacités dont Anne-Sophie vient de parler, celle qui se fonde sur l'idée qu'il n'y a pas d'humain en trop. C'est-à-dire que précisément quand on utilise pleinement l'ensemble des capacités humaines, pour utiliser aussi le terme de capabilities que proposait Amartya Sen, il y a effectivement une formidable richesse, non seulement d'intelligence créative, mais de capacités émotionnelles, de capacités relationnelles, de beauté, qui permettent de franchir un saut qualitatif dans la voie de l'humanisation. Ça, c'est ce qu'au dialogue en humanité, on appelle l'alternative entre pleine humanité ou post-humanité. Parce que la post-humanité, c'est la version que nous propose souvent le transhumanisme, c'est une petite minorité de surhumains avec des armées de domestiques, dont une partie des domestiques sont des robots androïdes et une autre partie sont tout simplement des humains qui sont revenus à un état de servage. Eh bien, l'alternative entre pleine humanité ou post-humanité,
est un enjeu qui se joue à la fois à l'échelle planétaire, mais il se joue aussi dans chacune de nos vies. Le rapport entre l'intime et le planétaire est, je crois, une des questions les plus passionnantes. Parce que dans les deux cas, c'est passé de la question classique du travail et de l'état civil, qui est la question « que faites-vous dans la vie ?», à la question autrement plus passionnante « que faisons-nous de notre vie ?» Et ça, c'est à la fois notre question par excellence, de nos projets de vie, de nos métiers au sens fort du mot métier. Je rappelle que métier, ça ne veut pas dire job, c'est la contraction de deux mots latins, c'est le compagnonnage qui invente ce mot au XIIe siècle, en contractant deux mots latins que sont le ministère et le mystère. Un métier, c'est un ministère mystérieux. Et donc, c'est ce qui renvoie à ce qui donne sens à notre vie, la question du sens et du bon sens. Et donc, qu'est-ce que nous faisons de notre vie et qu'est-ce que l'humanité, question planétaire par excellence, notre fratère, parce que le mot fratère au début ça veut dire le genre humain, retour de la question de la fraternité, qu'est-ce que notre famille humaine veut faire de son rôle dans l'univers? Quel est le ministère de l'humanité dans l'univers? Cette double question du métier, que faisons-nous de notre vie et qu'est-ce que notre famille humaine fait de son trajectoire dans l'univers, c'est, je crois, la question du bon sens dans sa radicalité. Anne-Sophie ? Pas facile. Si, en même temps, ça me donne envie de rebondir parce que, alors je ne parle pas comme Patrick, je ne suis pas philosophe, du coup à chaque fois, bon. Mais quand on parle des jeunes aujourd'hui dans l'entreprise, on parlait de facilitation. Qu'est-ce qui se passe avec les jeunes en fait? Ça veut dire quelque chose d'abord les jeunes? Parce que après, à force de parler de la génération Y, ils ont aujourd'hui 40 balais. Ouais. Là 34. Maintenant il y a la génération Z. En fait, est-ce qu'on n'est pas là aussi en train de se reposer des questions juste de bon sens sur ah oui tiens ils ont envie d'avoir un mode de management différent? Il faut remettre les choses à leur place sans rentrer dans génération Y. Je pense qu'on en a assez parlé. Certes, il y a des attentes différentes, mais il faut toujours se mettre à la place de ces générations qui arrivent, qui sont nées dans un monde où il n'y a plus trop de repères, où les cadres ont explosé, aussi bien familiaux que voilà, à quoi sert de faire des études si c'est pour arriver sur un marché du travail où il n'y a pas de travail, où il y a du chômage, où on doit aussi, voilà, on ne grandit pas comme nos parents ou nos grands-parents ont grandi. Et donc à partir de là, la considération de la valeur travail ou du métier change. Et quand on arrive dans l'entreprise, on se pose la question du sens. Pourquoi faire autant d'études avec des cours, surtout en France, qui restent encore assez verticaux, magistraux, avec des enseignements qu'on peut aussi avoir par d'autres biais que l'école traditionnelle. Aujourd'hui, avec les cours en ligne, avec la formation tout au long de la vie, avec des compétences qu'on doit acquérir comme ça au bout de 6 mois parce que ça va vite. Voilà, c'est tout ce contexte qui change. Et donc, quand on arrive dans une entreprise où on va passer la majorité de son temps à faire des choses qui ne font pas sens, je crois que les générations qui arrivent aujourd'hui sur ce marché du travail n'ont plus envie. C'est comme ce qui s'est passé avec les stages ou voilà, les revendications de génération précaire ou jeudi noir. Enfin, c'est autant de choses qui composent la montée de ces mouvements aussi collaboratifs où on pose aussi la question de vivre ensemble. Ça veut dire quoi? Et ça explique, à mon avis, bon nombre de questions qui se posent. Alors forcément, c'est peut-être plus des jeunes sortis de grandes écoles qui se les posent, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui arrivent et qui se posent des questions. Enfin voilà, faut voir aussi dans la mixité sociale ce qui se passe. Mais voilà, donc moi en écho, je me dis c'est normal. Et on commence à parler là depuis quelque temps du job out, le fait de faire son comic out d'un boulot. Voilà, mais le job out, c'est ça, c'est aussi se dire en fait, ça fait pas sens pour moi et je préfère me lancer seule, gagner moins ma vie, mais être heureux avec ce que je porte. Ça prépare peut-être une génération d'entrepreneurs et une génération avec plein de créations d'entreprises et de valeurs. Mais si je prends mon exemple personnel, oui, j'aurais pu aller bosser en ministère, j'aurais pu aller bosser en grande entreprise et à un moment je me suis dit non, ça fait pas sens et je veux porter les choses. J'ai la chance aujourd'hui de faire ce que j'ai envie de faire. Mais c'est sûr, je gagne pas autant que j'aurais pu, mais au moins je me sens à ma place et j'en rencontre plein qui aujourd'hui ont aussi cette démarche. Alors il faut se donner les moyens, mais dans ceux qui portent aussi les valeurs d'entrepreneuriat social, voilà, il y a beaucoup on a la chance quand même depuis 2 ans en France d'assister à un renouveau. Il y a beaucoup justement de start-up, d'entreprises qui se créent. Make Sense
qui est là, je pense, pour en témoigner aussi, mais WeShare, c'est un peu pareil. On crée des communautés, on passe beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'on est en train de créer. Des fois, on se demande où on va, ça fait sens, mais finalement, au moins, on essaye. Et plutôt que de se poser un temps fou de questions, à être dans la réflexion, eh ben, on prototype, on agit. Et si ça marche pas, tant pis, cet échec sera enrichissant aussi. Et on apprend comme il y a une mentalité un petit peu différente à ce niveau-là. Et ça commence, voilà, il y a des mouvements d'entrepreneurs qui portent ça et qui le portent bien. Et je pense que c'est lié à cet écho un peu philosophique dont parlait Patrick, mais qui se vit aussi profondément sur le terrain. Vas-y. Tu parles notamment de montée en qualité d'humanité, toi, dans tes propos. Et j'aimerais qu'on parle aussi de la question du plaisir. Tu as flirté avec le sujet, si j'ose dire, tout à l'heure. On y reviendra, mais je te laisse réagir d'abord sur Anne-Sophie. C'est juste pour prolonger là, le petit échange avec Anne-Sophie. Quand vous prenez les économistes qui ont en même temps une vraie approche pluridisciplinaire, ce qui est le cas des plus grands, quelles que soient les contradictions importantes qu'ils ont entre eux, ils ont un point commun. Quel est le point commun que vous trouvez aussi bien chez John Stuart Mill, chez Adam Smith, chez Karl Marx, chez Keynes, chez, plus près de nous, Hannah Arendt, Gortz ou Rifkin? Ce point commun, il est résumé par ce que dit John Stuart Mill dès 1848, c'est le problème de ce qu'il appelle la saturation de la croissance matérielle. Donc c'est une question qui nous intéresse bougrement. Stuart Mill l'a posée dès 1848 en disant il arrivera un moment dans les formes de croissance des sociétés où on arrivera à des formes de saturation de la croissance matérielle. Alors évidemment, l'une des façons d'échapper à ça, c'est l'obsolescence programmée des produits. Une façon plus radicale, c'est la guerre. Mais si on laisse se développer le mouvement de croissance purement matérielle, elle arrive à un moment de saturation. Et Stuart Mill dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça crée la panique chez les économistes, mais il dit cette saturation-là, elle peut ouvrir la voie à d'autres formes de progrès. Il pose la question du progrès social, du progrès artistique, du progrès moral, etc. Qu'est-ce que dit Adam Smith? Adam Smith, il ne faut jamais oublier qu'il a écrit la théorie des sentiments moraux et pas seulement la richesse des nations. Il dit ceci, quand l'économie aura rempli sa fonction qui est d'éradiquer la pénurie, il va falloir s'occuper de la chose importante. Qu'est-ce que la chose importante pour Adam Smith? La construction de ce qu'il appelle la République philosophique. Donc le moment où on passe des questions de l'avoir aux questions de l'être. Qu'est-ce que dit Marx? La grande question, dit-il, c'est le passage du règne de la nécessité au règne de la liberté. C'est la même question. Vous prenez Keynes, fin des essais sur la monnaie, 1930, donc un an après le démarrage de la crise de 29. Keynes, à la fin de ses essais sur la monnaie, dans un chapitre qui mérite d'être relu tant il est prophétique et qui s'appelle « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », écrit textuellement ceci, « Nous ne vivons pas, dit-il, une crise économique, mais une crise de l'économique. » Même quand on s'appelle Keynes, écrire ça un an après 1929, il faut être sacrément culotté. Et il précise sa pensée en disant « Nous ne vivons pas une crise économique, ce n'est pas une crise de rareté. La preuve, c'est une crise de surproduction. » Mais, dit-il, nous n'avons pas su faire avec la question de l'abondance. Et si nous n'avons pas une mutation culturelle qui est à la hauteur de la mutation technique et économique qui nous a sortis de la pénurie, même question que Smith et même question que Marx, nous allons, dit Keynes, vers une dépression nerveuse collective. Il utilise même le terme de dépression nerveuse universelle. Il écrit ça en 1930, l'année même où Freud écrit Malaise dans la civilisation. Hannah Arendt, Conditions de l'homme moderne, elle dit « La grande question, c'est la sortie des civilisations du travail au sens
étymologique et historique du terme, c'est-à-dire du labeur, de la pénibilité, de la dépendance pour des raisons de nécessité, pour aller vers ce qu'elle appelle l'œuvre, le mouvement œuvrier, pourrait-on dire, le mouvement des métiers, le droit de tout être humain de faire de sa vie une œuvre. Qu'est-ce que dit Rifkin, qui est aujourd'hui à la mode? On a oublié que le premier livre de Rifkin traduit en français, et préfacé d'ailleurs par l'ancien Premier ministre Michel Rocard, c'est La fin du travail. Donc le point commun de toutes ces approches, c'est de dire plus une société se développe matériellement, plus la grande question qu'elle rencontre n'est plus la question de la course à l'avoir, mais la question du développement dans l'ordre de l'être. Et comment fait-on quand des êtres humains massivement, quand c'est plus simplement une petite minorité d'êtres humains qui, à chaque génération, se posent la question du sens, qu'est-ce qui se passe quand c'est massivement des milliards d'êtres humains qui se posent la question du sens de leur vie, de leur mort, de l'amour, du rapport à ce qui est pour eux essentiel? À ce moment-là, toutes les formes d'organisation politique, économique, spirituelle se trouvent bouleversées par cette question-là. Et nous y sommes. Nous sommes dans ce moment clé de l'histoire de l'humanité où si nous voulons à tout prix rester dans l'obsession des formes de croissance purement matérielle et en plus de répondre à ces logiques de croissance matérielle par l'obsession compétitive, nous allons effectivement droit vers des régressions de plus en plus aggravées. Inversement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, si nous nous tournons franchement du côté de l'essentiel, alors là, oui, nous sommes dans la situation où la pleine humanité est possible. À la fois au sens quantitatif, le droit de tout être humain de vivre debout, de sortir des logiques de survie, de se réaliser pleinement dans son humanité, mais aussi au sens de qualitatif du terme, c'est-à-dire le droit de passer de la question de l'avoir à la question de l'être. Ça, c'est quand même quelque chose d'absolument passionnant que nous sommes en train de vivre actuellement. Il nous reste 10 minutes environ. Pour rebondir là-dessus, le mouvement des colibris de Pierre Rabhi, que beaucoup d'entre vous connaissent, je vous invite, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, à aller visiter leur site. Il y a notamment plein de conférences intéressantes en ce moment, notamment sur la révolution intérieure. Et une des grosses questions qui est régulièrement posée, qui se pose pour les entreprises, les organisations, c'est comment on passe, une fois la prise de conscience individuelle de cette nécessité de changer, du contexte que tu as évoqué, des pistes qui sont tracées aussi vers le collaboratif, des nouvelles formes de développement basées plus sur le partage et la collaboration. Une fois que j'ai pris conscience individuellement de ça, comment agir collectivement? Comment on passe de l'échelle individuelle au collectif? Là, je ne vous parle pas de mouvements sociaux, etc., mais c'est comment on arrive à booster une organisation et par rapport à notre public entreprise, comment concrètement ça peut se traduire, ce passage-là, et la prise en compte de ça dans la stratégie de l'entreprise, dans son ambition et dans son quotidien. Alors, moi, je ne suis pas consultante, donc je n'ai pas une pratique que tu dois avoir ou que d'autres ont ici. Ce que j'observe, c'est que quand certains comprennent, soit ils partent, soit ils se transforment en ce qu'on appelle un intrapreneur. Après, il y a je pense qu'il y a une palette d'outils à disposition aujourd'hui au service des organisations qui permettent de tenter d'aller petit à petit vers plus de collaboratif. Et on n'est pas forcément obligé de changer du jour au lendemain le management, ça peut être un peu brutal, mais par petites touches, commencer à y arriver, à consulter, Donc il y en a qui ont beaucoup écrit par exemple sur la co-construction en entreprise, sur des façons de faire remonter l'information. La Poste l'a beaucoup utilisé, je crois, pour réinventer ses bureaux de poste. Et donc ils s'étaient rendu compte qu'il y avait un mal-être des guichetiers qui étaient souvent en conflit avec leur hiérarchie, mais qui adoraient leur métier au contact des clients. Et donc ils ont fait remonter comme ça, à force de faire des ateliers, 90% de l'information est revenue, et ils ont pu co-construire et changer leurs relations justement internes de management. Après, il peut y avoir des idées toutes simples qui prolongent via un comité d'entreprise peut-être des efforts faits en termes de RSE, mais qui trop souvent
la RSE est souvent trop normée et offre un cadre qui est trop rigide pour qu'on puisse s'épanouir pleinement dans les valeurs qu'elle soutient à la base, dans son ADN. Et donc, quand on veut, par exemple, faire aller une entreprise vers plus de collaboratif, ça peut être commencer par faire un partage de connaissances et de savoir. Là aussi, les réseaux d'échange de savoir existent depuis les années 70 et appliquer en entreprise, ça peut être intéressant. C'est une première étape. Il y a une entreprise ici, nantaise, je crois, Talentroc aussi, qui repose sur ces échanges-là. La deuxième étape... Ils sont même intervenants et feront une démo voilà, tout à l'heure. Parfait, donc petit coucou. Après, deuxième chose, ça peut être, pareil, c'est des Nantais, mais de Trouvon, je crois, c'était, on part du principe qu'on peut aussi échanger des services, mais des biens que l'on possède mutuellement. Et comme il y a une confiance naturelle à l'intérieur de cette organisation, et même avec des parties prenantes autour de cette organisation, on peut voilà, créer des liens un peu différents. Et c'est peut-être des petites choses comme ça qui ont l'air anodines, mais voilà. Après, une entreprise qui a envie d'aller vers une économie de ressources peut être aussi sur une approche plus circulaire de ces ressources et se dire finalement, au niveau de la flotte de voitures, je peux essayer de faire plus de partage, je peux mettre en place un plan de développement d'urbanisme différent aussi. Il y a la notion de coopétition aussi éventuellement. Oui, et après, en fait, dire... ça remonte, c'est-à-dire que de plus en plus, certains voilà, sont dans des... On peut répondre à un appel d'offres sans être dans des process habituels, mais plutôt en se disant, tiens, on va prototyper déjà notre réponse, on va inventer quelque chose, on va d'abord finaliser la vision qu'on en a avant de faire remonter le process de création. Et donc ça implique de nouveaux modes de management. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Plutôt que de dire aux gens comment ils doivent agir, c'est plutôt leur rappeler pourquoi ils sont là et leur redonner une part d'autonomie aussi. Mais c'est dur, ça implique un lâcher-prise aussi de part et d'autre. Et c'est une relation de confiance à retravailler. Et Dieu sait que c'est parfois des rapports qui sont un peu brisés. Donc il faut travailler sur les deux niveaux en même temps. La révolution intérieure, la prise de conscience, et puis mais des choses ça qui au collectif. je pense qu'il faut juste tenter. Moi, je suis intervenue dans un organisme de sécurité sociale il y a 1 an pour la semaine du développement durable. Il m'avait dit on a lancé un truc un peu fou. On s'est dit qu'on allait faire un troc de secrétariat. Mais pareil, ça a l'air juste tout bête. Il m'avait dit on va juste faire ça. Et donc tous les bureaux sont arrivés et ont sorti de leur tiroir et de leur placard tout ce qui était inutile et dont ils voulaient se débarrasser. Et finalement, ça a fait une montagne de fournitures sur une table et ça leur a donné l'occasion d'échanger sur tout ce qu'ils pouvaient potentiellement faire pour partager autre chose que être côte à côte dans un bureau. Mais parfois, c'est juste des petites choses comme ça qui vont faire effet levier et qui vont... Et du coup, depuis, ils ont beaucoup progressé. Ils étaient très contents de cette journée parce qu'ils se sont dit, juste en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on pouvait ouvrir à plein de choses dans nos relations au sein de l'entreprise et de l'organisation. Et donc moi, je crois, voilà, après, j'ai pas la pratique. Ils ont fait leur part. C'est ça, d'une certaine manière. Merci Anne-Sophie. Patrick, je vais te laisser les conclusions et j'aimerais bien, et je te laisse carte blanche évidemment, que tu nous reparles et le plaisir dans tout ça. C'est-à-dire comment, parce que le changement, la conduite du changement, le change management, quels que soient les mots et les jargons de consultants, c'est souvent anxiogène. On se dit, mais alors comment faire, par quoi je vais commencer, etc. Et puis on oublie que les projets, c'est d'abord des hommes et des femmes qui ont envie de faire des choses ensemble. C'est qu'un organisme, une entreprise, c'est un organisme vivant, voilà. Et puis qu'on peut remettre du plaisir dans tout ça. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Puisque j'évoquais tout à l'heure ce texte de Keynes, Perspective économique pour nos petits-enfants, de la même façon qu'il pose le problème du risque de dépression nerveuse collective, qui est bien une question actuelle, il a cette autre phase étonnante et qu'on aurait pu croire écrire en 68 en France, et cette phrase, c'est « Le grand problème, c'est que nous n'avons pas appris à jouir ». Et donc, l'une des questions fondamentales, c'est effectivement comment la façon dont nous vivons nous permet d'épouser pleinement la condition humaine, d'arrêter de vouloir nous en sortir, paradoxalement, d'arrêter de vouloir vivre un autre règne moins difficile que celui de la condition humaine. Parce que la condition humaine, c'est un ministère d'incarnation. Vivre en sachant qu'on va mourir, vivre en sachant que des êtres que nous aimons vont mourir, ne va pas de soi. Et éprouver pleinement la condition humaine, c'est quelque chose qui est plus fort que la question du plaisir, c'est la question de la joie.
Ce qui caractérise la joie, c'est une question que Spinoza a souvent posée, l'alternative à ce qu'il appelle les passions tristes. La question de la joie, c'est le rapport entre l'intensité et la sérénité. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans la beauté, je peux être à la fois dans un sentiment d'intensité, je me sens pleinement vivant, et en même temps de grande sérénité. C'est la même chose quand on est dans une qualité d'amour, c'est la même chose quand on est dans une recherche de vérité intérieure. Eh bien, la question de la joie, qui est plus forte que celle du plaisir, comme alternative à un autre couple qui, lui, n'est pas intensité-sérénité, qui est le couple excitation-dépression. Parce que le couple excitation-dépression, il est au cœur des économies de maltraitance et de mal-être dans lesquelles nous vivons actuellement. Quand, pour se sentir vivant, on a besoin de renouveler en permanence une situation d'excitation, mais qui va nous mettre en déséquilibre, dans lequel on ne va pas pouvoir vivre la sérénité. Inévitablement, l'excitation va être suivie d'un temps de dépression. Et on ne peut ressortir de cet état dépressif que par une excitation supérieure. C'est la question du dopage. Et le dopage, ce n'est pas simplement une question pour le sport, c'est une question pour la politique, c'est une question pour les médias, c'est une question pour l'économie, etc. Et donc, construire les éléments de la joie de vivre, le couple intensité-sérénité, comme alternative à l'addiction, au dopage, au couple excitation-dépression, ça c'est tout à la fois une question personnelle et collective, puisque Anne-Sophie vient d'aborder le lien entre les dimensions personnelles et collectives. C'est le Forum social mondial de Porto Alegre qui avait proposé ce qu'on avait appelé l'axe TPTS. TPTS, ça voulait dire transformation personnelle et transformation sociale doivent être considérées comme complémentaires et non pas opposées. Alors, si je parle de la joie plus que du plaisir, c'est parce qu'il peut y avoir des plaisirs pervers. Il peut y avoir des formes de plaisir où la négation d'autrui, le non-respect d'autrui, fait partie du plaisir, alors qu'il n'y a pas de joie perverse. La joie, elle intègre pleinement et l'érotique et l'éthique. Vous savez, si on prend deux grands courants philosophiques qui paraissent a priori opposés, vous avez Nietzsche d'un côté, qui fait appel à l'énergie de vie, donc l'érotique. Au passage, je rappelle que valeur en latin, c'est la même chose que éros en grec. C'est pour ça, au passage, que la question de la Grèce est une question absolument fondamentale pour l'Europe, parce que l'abandon de la Grèce, c'est aussi l'abandon de ce qui est la racine culturelle de l'éros et de la création de valeurs. Je referme cette parenthèse, mais vous comprenez que dans le contexte actuel, elle n'est pas sans importance. Et donc, faire appel aux forces de vie, qui est l'ordre de l'érotique. Mais en se posant la question, quand je suis dans l'énergie de vie, dans ma propre énergie de vie, quand je suis dans mon éros, est-ce que pour autant je suis bienveillant ? Retour de la question de la bienveillance. Est-ce que je suis dans l'écoute et dans le respect de ce qui fait valeur, force de vie pour autrui? Ça, c'est la question de l'éthique. Et donc, associer la question de l'érotique à la question de l'éthique, ça nous amène effectivement à la joie. Alors que vous pouvez avoir des plaisirs qui sont inconscients de la question de l'altérité. Monter en qualité relationnelle, monter en qualité d'amour, osons le mot, c'est sortir de ce que les Grecs appelaient la porneia, c'est-à-dire une forme d'amour qui se traduit par la possession, par l'absorption, et monter vers des formes d'amour qui intègrent l'altérité, qui montent vers l'éros, qui montent vers la philia, qui montent vers la tendresse, qui montent y compris vers l'agapé, les formes d'amour inconditionnel. Cette question-là, c'est à la fois la question de l'intime par excellence, la question de notre joie de vivre, et en même temps la grande question politique sur laquelle va se jouer le devenir de l'humanité. Parce que ce peuple de la Terre,
que nous formons, il peut se perdre. La sortie de route est possible, et quand Anne-Sophie évoquait des questions aussi considérables que celles de la fin de l'année avec le sommet de Paris sur le climat, ça veut dire que le peuple de la Terre risque la sortie de route. C'est une réalité. Mais ce peuple de la Terre, il peut aussi grandir en humanité, et à ce moment-là, ce saut qualitatif est un saut dans sa qualité relationnelle, dans sa qualité d'éros, dans sa qualité de création de valeur au sens de force de vie. Merci Patrick.